Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de mon vol. Toujours un plaisir de vous retrouver pour agrémenter votre mi-journée avec nos différentes rubriques. Par ici, la règle ne change pas, c'est l'apprentissage dans le divertissement. Ça démarre, installez-vous confortablement. Mais ils sont bien éloignés de moi, c'est quoi? Vous savez quoi? Donc c'est aujourd'hui que vous voulez respecter cette distanciation physique. Alors bonjour. Il faut rester prudent. Bonjour Rebecca, bonjour Adonis. Je salue tous les téléspectateurs férus du rendez-vous de midi. C'est un plaisir une fois encore d'être en votre compagnie, la belle Rebecca. Partagé. Merci beaucoup Adonis. Bonjour Rebecca, bonjour Bruno, bonjour chers téléspectateurs. Toujours un plaisir renouvelé de toujours être là pour vous servir. Alors, comment vous allez? La semaine, on est déjà le jeudi, Bruno. Déjà jeudi, ça va vite quand même. Donc, on est le mois de février après un très long mois de janvier. Donc, février, ça va vite. Le mois de l'amour? Le mois de l'amour. Donc, on file vers l'amour, la date fatidique. On verra ce que ça va donner. De toutes les manières, toi, tu n'as pas à te plaindre comme peut-être Adonis. Pourquoi tu as quand même madame à la maison qui certainement a déjà préparé. Attends, Adonis, madame... bon, je peux me tromper, Adonis. Madame est à ma droite. Et pourquoi est-ce que je me plains encore? Pourquoi est-ce qu'elle veut encore mettre le sujet à la troisième personne? Adonis, comment tu te prépares pour la Saint-Valentin? Bon, l'amour, ça se vit tous les jours, donc on n'a pas besoin d'une journée particulière pour dire à quelqu'un. Oh, maintenant, même quand on regarde même plus, cette fête de Saint-Valentin, c'est beaucoup plus une fête commerciale que réellement qu'une fête d'amour. Tu partages cet avis, Bruno? Ouais, il ne faut pas attendre une date. Je pense même pas que si vous ignorez quelqu'un 364 jours et que c'est une seule date dans l'année, vous venez lui dire avec toutes les fleurs, toutes les roses du monde que vous l'aimez, avec tous les cadeaux du monde, quel que soit leur prix, que la personne vous accepte. Donc l'amour, ça se démontre tous les jours, ça se démontre à chaque instant, dans l'humilité, dans la tendresse et dans tout ce qui va avec. Je suis d'accord avec votre chute, l'amour se démontre tous les jours, mais par contre, je ne suis pas d'accord. On peut trouver un jour pour célébrer quand même cet amour. Vous savez, on a aussi des journées pour nos papas, pour nos mamans. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos mamans, qu'on n'aime pas nos papas, on n'aime pas nos parents, ça ne veut pas dire ça. On les célèbre tous les jours, mais pourtant, le calendrier a prévu quand même une date pour encore leur témoigner cet amour. Donc, pourquoi ça vous dérange? C'est pas la même chose. Si maintenant on a un jour, Jean, pour dire, tout l'amour que je te montre au cours de l'année, aujourd'hui spécialement, je te célèbre ça encore. Bon, attention, si tu veux, durant tout le mois, durant toute l'année, on fait... Comme si comme ça, je ne te sors plus, on ne va plus manger, je ne te fais plus de cadeaux, et j'attends juste le 14 février. Non, ça ne veut pas dire ça. Attends, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin d'une journée spécifique pour dire à quelqu'un je t'aime, pour lui offrir des cadeaux. En tout cas, copine ou fiancée ou femme de Adonis, tu as entendu. Tu es là, non? Tu as entendu. Alors, dans E-Tech, aujourd'hui, nous parlons d'une application de détection de certaines maladies sur les plantes de riz. Son auteur, Merveille Zinsou, elle nous parle ici de son application. Une détection précoce des maladies sur les plantes de riz nous permet d'éviter que toute la culture se décime. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai utilisé des algorithmes de l'intelligence artificielle. On n'entend pas intelligence artificielle, des théories et techniques permettant aux machines d'exécuter des tâches et de résoudre des problèmes qui étaient en temps réservés aux humains et à certains animaux. Donc j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour créer mon algorithme de détection des maladies et c'est cet algorithme-là que j'ai intégré à l'application mobile. Avec mon application mobile, il suffit juste de prendre une photo de la plante malade et de lancer. Bon, il y a un bouton détecter et quand on lance ça, derrière, il y a l'IA qui tourne pour pouvoir faire ressortir qu'il s'agit de telle maladie avec un pourcentage précis. Maintenant, cette application fonctionne également hors connexion. Donc, si vous vous retrouvez dans un village sans la connexion, vous pouvez effectuer la détection. Non, je n'ai pas mis ça en ligne parce que je compte améliorer cela. Je n'ai pas encore intégré assez
de maladie parce qu'il se pose un problème de données. Pour faire fonctionner une IA, on a besoin de collecter assez d'images. Donc, je suis confrontée à ce problème-là. À part ça, je voudrais étendre ça à d'autres types de plantes, pas seulement les riz. Donc, je suis en train de travailler sur ça actuellement. Alors, chers chroniqueurs, vous avez entendu, l'application Faut-il le notifier est toujours au laboratoire. Mais tout de suite, Adonis, déjà, une application de détection de riz, des maladies sur les plantes de riz. Qu'est-ce que cela t'évoque? Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'évoque deux choses. D'abord, association, intelligence artificielle et la santé. C'est déjà un pas. Déjà qu'elle a aidé à exposer elle-même les difficultés qu'elle rencontre. Parce qu'en Afrique, les difficultés qu'on rencontre le plus, c'est les données. Oui. Parce que pour pouvoir recenser telle plante a telle maladie, il faudra d'abord connaître les symptômes. Comment ça se propage. Et en plus, il n'y a pas forcément... les symptômes ne sont pas figés. Oui. Il y a d'autres plantes qui développent d'autres symptômes plus évolués. Donc, comme elle a dit, c'est d'abord aller collecter toutes ces données-là pour pouvoir la mettre dans l'application, quitte à maintenant la mettre en œuvre pour que d'autres personnes puissent lui apporter, parce qu'on ne peut jamais seul pouvoir connaître tout. C'est pas évident. Voilà, donc c'est déjà un pas. Je la félicite déjà pour cette option qu'elle a prise de pouvoir aider les personnes qui ont des plantes. Des personnes qui font l'agriculture et autres, de pouvoir déjà à l'avance prévoir les maladies que certaines plantes ont, afin de pouvoir les écarter de l'eau pour ne contaminer pas aussi les autres plantes. Donc je lui souhaite bien de s'ouvrir, afin de s'ouvrir aux autres personnes pour qu'elles puissent recevoir de l'aide. C'est ça. Parce que seul on ne pourra pas aller jusqu'au bout des maladies. Seul on ne pourra pas, Bruno. Vous êtes d'accord avec... Adonis, par rapport à cette application de détection des maladies sur les plantes de riz, qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les riziculteurs. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous investissez dans l'agriculture, il faut que vous, techniquement, il faut que vous maîtrisiez un certain nombre de paramètres, et ce genre d'application vient forcément élargir un peu le regard donc, des riziculteurs et attirer leur attention sur un certain nombre de choses. Je pense qu'Adonis a parlé des symptômes, c'est très important. Il faut que déjà, à vue d'œil, on puisse savoir que quand peut-être la tige de la plante de riz prend telle forme ou telle couleur, ou qu'il y a un certain nombre de taches d'une couleur peut-être marron ou brune, qu'on sache que déjà il y a un problème à partir de cela. Maintenant, revenant sur l'application en elle-même, je pense que l'un des avantages de cette application, c'est qu'elle est capable de fonctionner sans connexion Internet. Et ça aussi, on sait qu'il y a des zones rizicoles qui ne sont pas couvertes par le réseau GSM d'abord, même pour les appels simples, à plus forte raison, donc la connexion. Donc même, c'est dire que même au champ, sur votre champ de riz, vous pouvez donc, sur votre périmètre rizicole, vous pouvez donc vous permettre de faire un certain nombre d'études grâce à cette application. Sauf que je ne sais pas si l'application a la fenêtre de la foi aux questions. Parce que pour moi, c'est toujours important pour permettre aux riziculteurs. Parce que quand vous créez quelque chose, vous ne pouvez pas tout de suite, sur la première version, rassembler tous les paramètres. C'est toujours avec la durée que vous arrivez à insérer davantage les données et améliorer l'application. Mais quand vous avez une foi aux questions, ça vous permet pour les utilisateurs de cette application, voilà, de vous poser des questions, de demander les choses qu'ils rencontrent et que peut-être votre application n'offre pas encore comme service. Ça vous permet rapidement. Maintenant, pour revenir sur celle même qui est derrière cette application, ce qu'elle ne vous a pas peut-être dit, je ne sais pas. Elle est doctorante, mais ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est une grande championne du Bénin. Si, elle m'a confié ça. En tir à lac, depuis, elle a été la première athlète en tir à lac du Bénin. Donc quand le tir à lac, c'est son père qui fait venir le tir à lac. Donc elle a été naturellement la première athlète en tir à lac au Bénin. Elle a été, sur plus de 10 ans, la championne du Bénin, imbattable. Donc, si. Je lui ai même demandé, parce que je l'avais enregistrée dans le cadre de Femina pour une autre émission, où elle me parlait de cet amour-là qu'elle a justement pour le tir à l'arc. Et je lui ai demandé mais comment elle arrivait à combiner ces deux au moment où elle était même au collège. Elle a dit que c'est depuis l'enfance
l'enfance qu'on l'a Depuis l'enfance, ouais, que le papa... à s'en sortir. Exactement. Donc là, vous la voyez en costume, elle parle un peu scientifique, mais quand vous la voyez avec... ça dit que c'est une autre personne. Ah, c'est une autre personne, une grande championne. Donc franchement, bravo à Merveille, qui a par ailleurs eu, je pense, un master en informatique de réseau. Tout à fait. Actuellement, elle prépare sa thèse. Elle est en première année de thèse. Voilà, donc c'est des têtes bien faites qui voilà, contribuent à quelque chose. Les points cachés. Alors Bruno, comment Merveille doit s'y prendre en fait pour recueillir ces données? Est-ce qu'elle doit se rapprocher des riziculteurs, voyager à travers tout le territoire pour tout simplement recueillir ces données? Comment est-ce qu'elle peut faire selon vous? Non, je pense qu'il y a des zones rizicoles au Bénin qui sont les plus indiquées. On sait par exemple aujourd'hui que la commune qui produit le plus de riz au Bénin, c'est Malanville. C'est la première commune qui produit le riz. Donc je pense que c'est des zones où quand vous allez en 2-3 jours, franchement, vous allez entendre beaucoup de choses. Elle peut aussi travailler avec la TDA, qui aujourd'hui fait beaucoup avec les riziculteurs, bon, d'autres agriculteurs bien sûr, mais je parle des riziculteurs. Donc c'est des services auprès desquels elle peut avoir franchement beaucoup de données. Le ministère de l'Agriculture aussi reste disponible avec un ministre qui s'y connaît vraiment. Donc je pense que c'est même important qu'elle se fasse connaître par le ministre de l'Agriculture et que voilà, qu'elle travaille surtout avec la TDA, comme je l'ai dit. Et il y a des associations de riziculteurs au Bénin aussi, donc il n'y a pas quelqu'un qui soit mieux placé que ceux qui sont dans la chose. Donc, comme ça, pouvoir l'orienter. Comme ça, elle va vraiment recueillir beaucoup de données, elle aura plus de données pour enrichir son application. D'accord. Alors, une chose est sûre, Merveille compte surtout élargir ses recherches à d'autres plantes. Imaginez pouvoir détecter toute maladie sur n'importe quelle plante. C'est juste merveilleux, Adonis. Oui, c'est merveilleux, mais... Cela nous permettrait sans doute d'en finir avec beaucoup de maladies. Oui, mais ce que je lui proposerais, c'est beaucoup plus d'abord de se consacrer avec une seule variété et pouvoir étudier les avantages et les difficultés. Comme ça, quand on va vouloir aborder une autre variété, ce sera plus simple à mettre en œuvre. Et ce que je proposerais aussi, c'est la plupart des riziculteurs ne sont pas tous alphabétisés et autres. Donc, il faut peut-être penser à mettre une traduction en langue locale. Comme ça, ça permettrait, voilà, ça permettrait à toute personne voulant utiliser l'application de savoir, bon, c'est pas besoin forcément d'apprendre le français avant de comprendre qu'il y a tel souci. D'accord. Alors, on l'encourage tout simplement, Merveille Zinsou, on l'encourage et vivement l'application finale. Je suis sûre qu'elle va nous suivre et qu'elle va prendre en compte tous vos conseils. Il est maintenant l'heure de répondre aux préoccupations de nos téléspectateurs. C'est dans SOS, le rendez-vous de midi. Adonis, notre préoccupation du jour concerne l'affirmation de la convention de vente. C'est une préoccupation de Fréjus Cordeau. Déjà, un petit cours sur la convention de vente. Vous avez déjà rectifié la préoccupation de Fréjus Cordeau. Il a demandé le processus pour la convention pour l'affirmation d'une parcelle. Mais la vraie phrase a dit, c'est l'affirmation d'une convention de vente. Mais avant d'aller à ce niveau, parlons d'abord de la convention de vente. C'est ce document qui lie l'acheteur et le vendeur sur la cession d'un bien. C'est ce papier qui prouve que, d'une part, vous êtes le propriétaire qui est en train de céder le bien et que moi, je vais recevoir en tant d'acheteur qui pourra prouver devant les autorités que j'ai acheté ce bien. Chez telle personne, c'est-à-dire que tu l'as acheté chez Bruno. Oui. C'est le papier qui atteste. Le papier qui atteste que Bruno m'a vendu un bien à tel montant. Et sur ce papier, vous allez avoir des témoins. Parce que Bruno ne peut pas me vendre un bien. Sans qu'il n'y ait personne. À huis clos, vraiment. À huis clos. Et demain, il va encore revenir pour te vendre ça à toi. Donc, c'est à peu près ça. La convention de vente, c'est ce papier qui vous lie l'acheteur, le vendeur. Et maintenant, quand on va parler d'affirmation de la convention de vente, c'est le processus qui amène le maire à poser sa signature sur la convention de vente après avoir reçu les deux parties. C'est-à-dire que
Bruno ne va pas vouloir vendre et aller voir le maire d'une part, et le maire va vouloir signer. Non, on nous prend tous les deux ensemble et le maire pose sa signature. Ça ne se fait pas différemment. Non, non, non. Alors, quelle est la procédure alors? En fait, la dernière fois, on avait déjà évoqué, pour affirmer une convention de vente, il faut d'abord, il y a deux types. Soit vous achetez un bien dans le milieu rural, ou vous achetez le bien dans le milieu qui n'est pas rural. On avait exposé que pour le milieu rural, il fallait forcément passer par le maire. Or, pour un milieu qui n'est pas rural, c'est plutôt le notaire qui s'en charge. D'accord. Donc, pour affirmer une convention de vente, après avoir fait la transaction, entre les deux parties se sont déjà mises en accord, vous allez vers le notaire qui va entamer la procédure d'affirmation de la parcelle. D'accord. Mais dans le cas où vous n'aviez pas déjà inscrit votre parcelle ou votre convention de vente à la mairie, vous vous déplacez vers le service compétent à la mairie de votre localité, mune de la convention de vente, si possible avec le vendeur, pour aller là-bas directement lancer la procédure d'affirmation de la parcelle. De la parcelle. C'est à peu près ça. D'accord. Donc j'espère qu'il a eu réponse à sa Maintenant, préoccupation. Pour savoir d'autres renseignements, il y a des sites qui sont disponibles dédiés pour que vous puissiez avoir tous les renseignements. Vous avez le site de l'Agence nationale du domaine du foncier, la NDF.bj. Vous avez le site doingbusiness.bj qui permet d'avoir toutes les pièces nécessaires pour remplir une formalité. Et aussi, vous avez le site servicepublic.bj pour pouvoir savoir les coûts et autres, pour pouvoir avoir des pièces et autres. Voilà, un peu. Bruno, question indiscrète. Tu as déjà ta parcelle? Bien sûr. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Mais je pense que c'est un sujet très important que Adonis aborde ce midi parce que on sait qu'au Bénin, l'un des domaines dans lesquels vous pouvez facilement vous faire arnaquer, c'est bien entendu l'acquisition d'une parcelle. Il y a beaucoup de vendeurs, excusez l'expression, qui sont vraiment véreux. Ils vous vendront une parcelle, ils iront la vendre. Il y a à une des autre communes personne. qui sont réellement spécialisées. Donc, il faut vraiment être prudent à chaque étape. Là, on parle de la convention de vente, mais après, il y a beaucoup d'autres étapes encore pour certifier votre parcelle et l'avoir vraiment pour vous. Mais là, on est à l'étape de la convention de vente qui est, on va dire, le premier acte, je pense, dans l'acquisition d'une parcelle. Et ça, déjà, il faut déjà partir de là, partir avec les témoins. C'est très important. Ils doivent signer. Et voilà, il faut aussi, heureusement que la mairie est vraiment impliquée dans le processus, il nous l'a expliqué. Donc, on ne reçoit pas les deux parties à des moments distincts. On vous reçoit ensemble. Tout se fait au vu au su de tout le monde, donc avec l'officier d'état civil. Donc, il n'y a rien qui soit caché. Il n'y a pas de réunion secrète à huis clos avec X et avec la deuxième partie après. Donc, je pense que c'est déjà ça. Maintenant, après, il faut vraiment poursuivre les étapes qui restent pour s'assurer que vous avez acquis définitivement la parcelle. Et que vous êtes le seul propriétaire. Ouais, avant de le faire, il faut s'assurer que la personne qui vous vend est réellement détentrice plutôt de ce bien. Et la transaction, comme je l'ai dit la dernière fois, ça ne se fait plus entre X et Y, non. Vous le faites devant le notaire. Et c'est le notaire qui porte la responsabilité administrative d'aller remplir toutes les autres procédures pour vous. Okay. Donc, il y aura beaucoup de personnes, bon, dès que Bruno m'a vendu la parcelle, j'ai la convention de vente, ici, on laisse le maire. Je suis propriétaire. Et on a dit, mais demain, quand vous allez sur la parcelle, quelqu'un d'autre a dit à construire dessus, et vous ne pouvez plus rien Mais faire. justement, quand vous voyez par exemple une parcelle et que vous avez envie d'acheter cette parcelle-là, quelle est la procédure? Est-ce qu'il faut directement demander à voir d'abord le propriétaire, c'est ça? Ou bien il faut se renseigner pour voir si réellement autour de cette parcelle aussi, il n'y a pas... Il faut forcément d'abord voir le propriétaire. Et dès que vous voyez le propriétaire, lui, il a un papier, sa convention de vente ou bien un papier de propriété sur lequel il a des numéros. Okay. Et normalement, c'est pour ça, dans certaines mairies, ils ont lancé le plan d'urbanisation pour pouvoir connaître les différents propriétaires des différents terrains. Donc, dès lors que vous commencez cette étape, vous pouvez aller au niveau, j'ai oublié le nom de l'agence,
pour vous donner le plan d'urbanisation, pour donner le plan de cette ville-là. Voilà, il y a des certificats que vous demandez au niveau de l'hygiène, voilà, l'Institut général national qui vous donne le plan et qui vous dit en même temps si la parcelle n'est pas en litige ou pas. Voilà. Il faut être sûr avant de se Surtout mettre... aussi, bon, il ne faut pas oublier les autres litiges liés aux héritiers, où ils sont peut-être 10 héritiers pour vous revendre la parcelle plusieurs fois et autres. Il faut s'assurer que celui qui vous vend là, il a réellement le papier de liquidateur des biens. S'il n'est pas le liquidateur des biens, il peut vous vendre aujourd'hui, demain, tous les 9 autres frères vont venir pour vous récupérer encore la parcelle et là, vous n'aurez rien que vos yeux pour pleurer. On ne le souhaite pas. En tout cas, j'espère que Fréjus Kodo a eu satisfaction par rapport à sa préoccupation. Et en même temps, on rappelle rapidement aux téléspectateurs comment nous joindre, comment nous laisser leurs préoccupations, Adonis. Eh bien, si comme Bruno, vous avez des préoccupations liées à l'obtention d'un service public. Comme Bruno. Oui, comme Bruno. Il suffit de vous laisser vos préoccupations sur la page du rendez-vous de midi ou écrire vos publications sur les différents canaux digitaux en y ajoutant le hashtag SOS RDVM. Merci Adonis. Il est l'heure, les infos pêle-mêle, c'est maintenant. Info pêle-mêle, Bruno, c'est toi qui t'en occupes aujourd'hui et certainement toutes les autres fois. On parle déjà de la finale de la CAN Cameroun 2021 avec la victoire des Lions de la Teranga. Une première, je crois bien, pour le Sénégal, c'est bien ça? Une première dans l'histoire, oui. Et ça vaut tout ce que nous avons pu observer ces dernières 48 heures du côté du Sénégal, arrivé lundi à Dakar, à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar. Les Lions de la Teranga ont été triomphalement accueillis par le peuple sénégalais. Au lendemain de cette liesse populaire, le chef de l'État Macky Sall a décoré les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Donc c'était donc mardi dernier au grade d'officier de l'ordre national du Lion après leur victoire donc à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les ministres des Sports, le président de la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor et ses 3 vice-présidents ont été donc élevés au grade de commandeur de l'ordre national du Lion. Il en est de même pour le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Victor Sis, le directeur technique national également, Mayacine Mar, et le sélectionneur Aliou Cissé et ses anciens coéquipiers El Hadji Diouf et Lamine Diatta. Et s'en est suivi donc la décoration des membres du staff médical également et de l'intendance de l'équipe nationale du Sénégal. Vous voyez donc cette cérémonie en images. Alors, ce n'est pas tout, Rebecca. Oui. Comme vous pouvez vous l'imaginer, le président Macky Sall a également décidé d'offrir à chaque membre de la délégation donc, qui a offert au pays sa première Coupe d'Afrique des Nations 2 parcelles. On parlait de parcelles. Une de 200 mètres carrés en plein cœur de la ville de Dakar et une de 500 mètres carrés à Diamniadio. Voilà. Diamniadio, en fait, c'est une nouvelle ville qui est en construction à exactement 30 km du centre-ville de Dakar. Donc, c'est cette cité-là que vous voyez et qui sera bientôt, on va dire, la ville jumelle de Dakar avec les édifices et tout ce qui va avec. Et les terrains offerts donc aux Lions dans cette nouvelle cité en construction seront donc dans la même zone pour former ce que le président va donc désormais appeler la tanière des Lions. Bruno, j'ai envie tout de suite d'être la femme d'un des joueurs. Sadio Mané. Pourquoi pas? C'est le plus. Donc voilà. Je te laisse poursuivre. Et en plus de cela, donc le président sénégalais a donc offert donc au nom de l'État sénégalais une somme de 50 millions de francs CFA à chaque joueur de la sélection sénégalaise donc qui a fait partie, à chaque membre de la délégation d'ailleurs. Donc il y a eu 3 différents grades dans cette distinction. Donc il y a eu le grade d'officier de l'ordre national du Lion. Il y a également eu pour les ministres, le président de la fédération et autres, un autre grade également, donc qui leur a été, on va dire, décerné. Et puis pour les membres du staff médical également, ils ont eu à leur tour également leur grade
plus les 2 parcelles. Voilà. On va dire Il tout simplement il reste un dernier grade pour les fans comme nous, les fans comme les Sénégalais. Non, les fans n'ont rien eu. Donc, c'est dit que ils ont été honorés par l'État sénégalais à la hauteur de l'exploit qu'ils ont réalisé parce qu'ils ont offert au pays sa première Coupe d'Afrique des Nations que le pays cherchait depuis les années 84-86. Donc, c'est pas simple le faire en 2022 au Cameroun. Donc, c'est un exploit. Et je pense que l'État sénégalais a été vraiment reconnaissant envers ces héros, on va les appeler comme ça. Et on a vu cette vidéo du président sénégalais et dans son salon en train de suivre le match où ils ont raté, je pense... il y a eu le penalty raté par Sadio Mané en début de partie. Donc, il est resté un fan parce que je pense que la veille, déjà, il a été fait président de l'Union africaine, président en exercice de l'Union africaine. Donc, au lendemain, il y avait la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il a vécu de façon un peu particulière et dit que le lundi, alors qu'il devait recevoir le retour donc, des Lions, il avait un voyage, en fait, sur les Comores qu'il a annulé pour pouvoir recevoir ces héros de la nation. Et maintenant, ils sont reçus dans l'Ordre national de mérite du Sénégal. Franchement... C'est à saluer. On aurait aimé que ce soit le Bénin, mais il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Mais ça me rappelle bien dans la CAN 2019 où le Bénin avait participé. Il y avait eu beaucoup de promesses pour que les écureuils passent des quarts en demi. Et s'ils allaient en finale, il y avait beaucoup de promesses. Donc, c'est dit que il faut toujours patienter. Au bout de l'effort, il y aura toujours le réconfort. Les Sénégalais ne sont pas devenus champions en une seule journée. Il y a eu certaines dispositions qui ont été mises en place pour les amener. Il y a le travail, il y a aussi d'autres accompagnements. Donc c'est ce qu'on souhaite aussi au Bénin, qu'on puisse que le cul roule réellement au Bénin, avec des centres de formation et autres, pour que le dispositif bien huilé puisse se mettre en place. Et il ne faudrait pas dès qu'on met les dispositifs en place, qu'on dise bon, dans 2 jours, mais dans 2 ans. Non, ça prend tout le temps qu'il faut. Et on pourra jouir du résultat par la suite. Alors Bruno, je sais que tu nous as livré l'info, cette information-là, mais toi-même, parce que je sais que tu es journaliste sportif, toi-même en tant que journaliste sportif, quelle appréciation tu fais justement de cette victoire-là, quelle analyse tu fais de cette victoire des Lions de la Teranga? C'est un titre mérité. Je pense que déjà en 2019, ils étaient en finale. Donc, ils retrouvent la finale cette fois-ci, mais avec un peu plus de réussite parce qu'en 2019, ils ont échoué face à l'Algérie. Un but à 0, but de Bagdad Bounedjah. Donc, c'est une suite logique. Donc, ils sont tombés hier. Aujourd'hui, ils se sont relevés. Donc, c'est ça. Un jour, tu pleures, un jour, tu ris. C'est un peu ça, le football. Demain, ce même Sénégal, c'est pas mon souhait, peut se retrouver à une autre Coupe d'Afrique des Nations et sortir par la petite porte, comme l'Algérie est sortie à cette Coupe d'Afrique des Nations, malgré son titre de champion d'Afrique en titre. L'Algérie est sortie par la petite porte. Donc, ça arrive toujours comme ça. Mais là, pour l'instant, il faut savourer cet instant parce que c'est important. Le Sénégal a beaucoup souffert dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout n'a pas été rose en phase de poule. Ils ont eu d'énormes difficultés à battre le Zimbabwe. Il a fallu un pénalty dans les toutes dernières secondes du match pour battre le Zimbabwe. Après, ils ont eu des matchs difficiles en phase de poule. Les 8e de finale, les quarts, les demi. Tout a été vraiment difficile. Et cette finale qui ne s'est pas vite dessinée, il a fallu 120 minutes et ensuite les tirs au but. Et aussi, c'est une équipe qui a souffert parce que au début de la compétition, ces cadres n'étaient pas disponibles. Il y avait des joueurs qui ont eu du mal à rentrer, à être libérés par leur club. D'autres ont été libérés, mais il y a eu des problèmes, des cas de Covid. Edouard Mendy, le meilleur gardien de but de cette équipe du Sénégal et de toute l'Afrique, et même du monde, si vous voulez, a été malade de Covid. Il y a également eu le capitaine Khalidou Koulibaly. Donc, ça a été franchement difficile. Donc, l'entraîneur a dû tout le temps réajuster son effectif, qui par ailleurs est un effectif riche quand même. Donc, pour pouvoir aller chercher cette coupe, ça a été difficile. Mais c'est des générations et des générations qui ont travaillé. En 2002, le Sénégal était déjà en finale de Coupe d'Afrique des Nations, battu par le Cameroun. Et en son temps, l'un des joueurs qui avait manqué son tir, c'est l'actuel capitaine
l'actuel sélectionneur, l'actuel coach donc, de cette équipe du Sénégal. Donc, il a manqué le sac de 2002, il a manqué son tir. Aujourd'hui, il remporte cette coupe en tant qu'entraîneur. Donc, il y a tellement d'anecdotes. Voilà, il y a tellement d'anecdotes autour de ce trophée qui rendent ce trophée vraiment savoureux. Et je pense que les Sénégalais savourent leur sacre à la hauteur de l'exploit qu'ils ont réalisé. C'est tant mieux. Maintenant, pour des pays comme nous qui n'ont pas été à cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a forcément des leçons à tirer. La première, c'est la formation, parce que ces joueurs, c'est des joueurs qui ont été formés. Le Sénégal est un grand pays aujourd'hui qui forme des joueurs. Ils ont eu la chance d'avoir Diambas. Il y a eu Génération Foot qui a formé Sadio Mané. Donc, il y a eu tellement de formations qu'aujourd'hui, cette génération que nous voyons et que tout le monde applaudit, ils ont pris par la formation. Et il faut que les pays comprennent qu'aujourd'hui, il faut former, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Ça prend des années pour soulever un trophée, mais franchement, derrière, il faut du boulot, il faut cravacher dur. Et quand certains pays ne sont pas prêts à travailler, c'est qu'ils ne sont pas prêts à soulever le trophée un jour. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, la nature même fait justice. Et je pense que la nature a fait justice à cette équipe du Sénégal. Oui. En parlant même, ça rappelle une similitude. 2002, il échoue au penalty. Il le remporte en 2022. En portant le dossard 6. Et il remporte la CAN en 2022, un 6 février. 20 ans après. Et en même temps, ça rappelle un peu. Vous croyez au destin, vous? L'Euro, ça rappelle un peu la Coupe du Monde avec la France. La France, 98, 2018. Voilà. Exactement. Alors, Adonis, comment toi tu as vécu cette CAN, cette finale surtout de la CAN? Oui, d'une part, au début déjà, avec le penalty raté, déjà, je me disais, bon. Ça finit quoi? Non, je me disais, bon, ça agit déjà sur le moral de Sadio Mané, mais il a su remobiliser ses coéquipiers durant le match pour tenir durant les 90 minutes d'abord, avant d'entamer les prolongations, surtout que ça épuise déjà. Et nous savons tous, le jeu un peu de l'Égypte, c'est souvent rester, laisser l'adversaire un peu jouer en première mi-temps, l'observer, en deuxième mi-temps un peu, amener jusqu'au type parce qu'il compte bien sur Gabaski, le gardien qui a reçu certaines consignes de son aîné à la Dari. Donc vous voyez un peu, donc c'est opératif. Je me suis dit, bon, le Sénégal, est-ce que pourrait y arriver? Mais là, il a eu, je dirais, la chance quand le joueur égyptien a raté son tir. Ça a permis au Sénégal d'avoir un espoir. Et Mendy vient sacré. Mendy fait d'abord le travail et Sadio Mané vient achever. C'est déjà toute une gloire. Nous remercions déjà ces Sénégalais qui ont apporté enfin, une nouvelle fois, la Coupe en Afrique de l'Ouest. Parce que ça fait depuis un moment que la Coupe n'était plus dans l'Afrique de l'Ouest. C'est bien, pardon. Les yeux sont tournés maintenant vers 2023 pour un autre exploit qui peut-être... Ce sera en Côte d'Ivoire, du 23 juin au 23 juin. Oui, peut-être une équipe africaine encore de l'Ouest va encore... En tout cas, on dit félicitations aux Sénégalais, félicitations aux Lions de la Teranga, c'est ça, hein? Oui, les Lions de la Teranga. Alors, c'est l'Afrique qui gagne tout simplement. C'est l'Afrique qui gagne, ça a été une belle fête du côté du Cameroun et c'est à cela que sert la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, du Cap à midi. Pourquoi pas, on est midi, juste après l'émission. Juste après l'émission. Alors, une autre information, des jumeaux siamois ont décroché un emploi dans la fonction publique. Ça se passe en Inde. Ça se passe en Inde, c'est vrai que vous avez failli, parce que vous êtes tombé amoureuse de Sadio Mané, vous avez failli transformer le rendez-vous de midi en un plateau sport. Heureusement qu'on en sort. Oui, vous avez raison de le dire. L'Inde a enregistré ses 2 premiers employés jumeaux siamois dans la fonction publique. La nouvelle a fait le tour de la toile. L'un s'appelle Sona et l'autre s'appelle Mona. Alors, ils viennent de décrocher l'emploi de leur rêve. Les 2 frères siamois ont été engagés en tant qu'électriciens au service de l'État indien. Jusque-là, tout ce que je dis peut vous paraître ordinaire, normal, jusqu'à ce que je vous fasse découvrir ces images que vous voyez à l'écran, d'accord, de ces 2 frères à qui rien ne semblait prédestiné à la réussite professionnelle qu'ils ont aujourd'hui. Âgés de 19 ans, ils ont été abandonnés par leurs parents 2 mois après leur naissance en 2003. Donc, ils sont nés avec 2 cœurs, 2 paires de bras, une moelle épinière, mais un seul rein, une seule vésicule biliaire, une rate et une seule paire de jambes. Regardez.
पर बहुत चंगा बढ़िया स्टाफ मिला। काम तो ऐसा है कि वहाँ पर बैठकर हमने सुपरविजन करनी होती है, लॉग शीट भरनी है और ब्रेकर चलाना है, सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं वहाँ पर। Voilà, Rebecca, vous êtes étonnée de voir cela, mais c'est aussi en cela que vous devez vous rendre compte que dans la nature, il y a un peu de tout vraiment. Et quand vous n'avez pas tout vu, vous pouvez peut-être vous dire qu'il y a des choses qui n'existent pas, mais ça existe. Alors, Sona et Mona, que vous venez de découvrir, ont toujours montré un intérêt certain pour les appareils électriques depuis qu'ils étaient même des enfants et même dans leur adolescence. Alors, la Punjab State Power Corporation Limited, donc c'est la compagnie qui les embauche, leur a proposé un poste qui leur apportera 10 000 roupies indiennes par mois. J'imagine que vous vous demandez combien cela fait en CFA. C'est une somme modeste de 76 000 et quelques francs CFA par mois. Mais tenez-vous tranquille, c'est que cette somme sera payée aux deux. Donc, c'est des salaires distincts. Ça veut dire qu'ils sont considérés comme deux personnes, même si nous les voyons, on va dire quoi? Ensemble en un. Les deux font un, mais ils auront deux salaires distincts. Ça veut dire que chaque tête aura sa somme de 10 000 roupies indiennes par mois. Donc, c'est une véritable victoire pour eux qui ont été aidés dans leur démarche, donc par le refuge dans lequel ils ont grandi. Donc, les voilà à l'œuvre. Ils sont vraiment complémentaires. Ils prennent le thé, ils mangent, ils se lavent, ils se promènent, ils parlent. Est-ce qu'ils sont mariés? Non, ils ont 19 ans d'abord. Donc, ils ont 19 ans. La question que vous posez, je me la pose aussi. Est-ce qu'au moment de tomber amoureux, est-ce que les deux têtes, chacun tombera amoureux d'une femme différente? C'est la question que je me pose. Ou auront-ils une même femme? Mais je pense que comme c'est deux têtes différentes, donc je pense qu'ils auront peut-être des goûts différents, même s'ils sont aussi à moi. En tout cas, c'est difficile à imaginer, mais jusque-là, voilà, la vie leur a souri. Donc, comme vous le voyez, donc ça fait 78 000 francs CFA environ qu'ils vont gagner par tête. Mais bon, c'est le début dans la fonction publique. On sait qu'avec le temps, c'est une somme qui va s'améliorer. Mais ils ont 19 ans, donc ils ont été embauchés très tôt. Comme quoi, quelqu'un l'a chanté, je pense que c'est Feu Zoulé Sangaré, être handicapé n'est pas une fatalité. Tant qu'on a un cerveau pour penser, on peut faire beaucoup de choses. Donc, bravo à Sona et Mona, retenez bien. Sona et Mona. Voilà, donc c'est des noms qui sonnent même un peu féminins à mon goût. Sona et Mona. Donc, comme quoi tout est possible. Voilà leur histoire, comme quoi tout est possible dans la vie. J'imagine un peu le rejet peut-être qu'ils ont eu dans la société, comment peut-être certains ont fui par leurs propres parents. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est des gens qui ont vraiment connu la tristesse, la difficulté, le désarroi, le rejet. J'imagine que peut-être dans la rue, les gens les voient, ils fuient parce qu'ils ne savent pas être un monstre, être des humains. Beaucoup de questions, même dans l'environnement professionnel, vous imaginez dans un couloir, si vous les rencontrez, que c'est la première fois, vous ne les avez jamais vus, vous pouvez piquer une crise. Mais l'État indien leur a fait confiance, l'État indien leur a permis une insertion professionnelle pour dire que tout le monde est égal devant les droits indiens de l'homme. Donc, de toutes les manières, ils n'ont pas demandé à naître comme ça. Ils n'ont pas demandé à naître comme ça. On ne peut pas leur en vouloir. Ils avaient 2 mois quand ils ont été abandonnés par les parents. Donc imaginez qu'ils ont été recueillis par des personnes de bonne volonté, des maisons de garderie d'enfants, tout ça, pour pouvoir leur donner la vie qu'ils ont aujourd'hui. C'est vrai qu'en Afrique, quand on voit en même temps ces choses à la naissance, on estime que ce sont des enfants sorciers et tout, et on met fin en même temps à leur sorciers, il faut mettre fin à leur vie. Donc il y a beaucoup de clichés dans notre société africaine. Je pense que ce genre d'image doit nous servir d'exemple. Il y a encore dans certains pays où quand vous naissez albinos, c'est le mot que je cherchais, vous êtes tout de suite perçu comme un enfant sorcier qu'il faut, je ne sais pas, frapper contre l'arbre et mettre fin à la vie. Vous naissez avec une malformation, peut-être c'est la tête qui est un peu hypertrophiée. On commence par estimer que franchement vous portez la poisse à la famille, vous allez être un gros sorcier, etc. Donc il y a tellement de choses que les gens vivent à la naissance, alors que parfois peut-être c'est la grossesse qui n'a pas été bien suivie, ou peut-être
c'est le signe du destin. Je ne sais pas trop sur quel facteur il faut imputer cela, mais tout compte fait, les gens ne demandent pas à venir comme ça. Regardez-le, regardez comment ils ont grandi. Ils ont 19 ans aujourd'hui et il y a encore de longues années devant eux, j'imagine. Adonis, Mona et Sona et Mona. Ouais. Sona et Mona, qu'est-ce que tu penses de ce jeune... Maintenant, on ne sait pas si c'est Sona qui est à droite, Mona à gauche. On ne sait pas. Mona à droite, Bon, Sona à gauche. on les avait en face de nous, on allait poser la question. Ça fait Somo, Somora. Non, en fait, ça fait un peu froid dans le dos, ça interpelle. Et cela montre que malgré les adversités, malgré les embûches devant vous, malgré le rejet, il faut avoir le courage de persévérer. Malgré le rejet, ils ne se sont pas dit, bon, on reste tranquille, on ira mendier. Non. Ils ont étudié ce qui les passionne. L'électricité en plus. Voilà. Et un peu élitiste quand même. Voilà. Et ils sont allés au-delà en postulant pour un emploi. Et ils ont donné même le meilleur d'eux-mêmes pour être retenus. Donc c'est déjà bien que la société la nature les a récompensés de leur effort. Et nous souhaitons juste plein de succès dans leur boulot, qu'ils puissent aller jusqu'au fond. Dans leur carrière. Voilà, pour être heureux. C'est surtout ça. Oui, c'est surtout ça. Et pour vous, chers téléspectateurs, je sais qu'il y arrive ces moments-là où on perd espoir, on vit une situation qui nous amène à nous dire que on est peut-être, pourquoi on est né, pourquoi on est là, pourquoi c'est à nous cela arrive. Mais quand vous voyez tout simplement la situation de Sona et Mona, vous comprenez que c'est pas uniquement adressé à vous. Et quand vous voyez cette situation, vous vous dites même que, mais pour vous, c'est rien du tout. Ah oui, c'est ça, les gens vivent dans des conditions vraiment... Quand vous voyez pour l'autre, à des moments donnés, vous dites merci à Dieu, alors qu'il y a 5 minutes, vous vous plaignez, mais vous voyez le cas de l'autre, vous vous dites merci à Dieu. J'imagine que Sona et Mona auraient voulu être des jumeaux en forme normale, de personnes bien distinctes, voilà, qui peuvent se serrer la main, qui peuvent, voilà, chacun avoir un appartement, etc. Mais là, ils sont vraiment liés, donc des jumeaux siamois au sens propre du terme. C'est la vie. C'est la vie. Et notre troisième information et dernière, je présume. Oui, c'est la dernière. Le corps momifié d'un ancien pharaon d'Égypte fait l'objet d'une étude. Oui, le corps momifié d'un ancien pharaon d'Égypte a été étudié. C'est une grande première depuis donc des millénaires après avoir été déballé, mais cela a été fait numériquement. Alors, la momie d'Amenhotep Ier, donc c'est le nom du pharaon Amenhotep Ier, a été découverte il y a 140 ans sur un site à Der el-Bahari, donc en français le couvent de la mer. C'est un complexe funéraire composé de temples et tombes situés sur la rive gauche du Nil, mais les archéologues se sont abstenus donc de l'ouvrir afin de préserver les skis masques faciales et les bandages. La tomographie assistée par ordinateur donc a maintenant révélé les informations jusqu'alors inconnues sur le pharaon et sa sépulture. On va regarder. We would remove the layers of the This mummy is the only mummy from the royal kings of ancient Egypt, of the New Kingdom, that has not been unwrapped in the modern time. So the mummy is totally wrapped with the wrappings put on it 3,000 years ago. We didn't want to disturb this beauty of the mummy and this precious object or figure. We would remove the layers of the wrapping to have a glimpse on the face of the king and his condition and the amulets, jewelry he's wearing, but without actually touching the mummy or destroying it. It was amazing for me to look him in the face and to see how his facial features actually resembled his father.
amazing information for Pour rappel, hein, on parlait du pharaon dont le corps a été momifié, qui a fait objet d'études. C'est bien entendu Amenhotep Ier dans l'histoire. C'est le premier pharaon, en fait, à séparer sa tombe de son temple funéraire, probablement, donc pour empêcher les pilleurs de tombes de la trouver facilement. Donc la momification aussi, rapidement pour rappeler, c'est ce procédé-là dans l'Égypte antique où, à la mort d'un pharaon, généralement, ce sont des procédés par lesquels on desséchait les cadavres donc, des pharaons avec... on les embaume aussi, on les emballe. Enfin, c'est des procédés naturels et à la fois humains pour pouvoir faire durer le corps le plus longtemps possible. C'est pourquoi, lorsque vous allez dans la tombe des pharaons, après 200, 300 ans, vous êtes capable de retrouver le corps intact, ce qui n'est pas normal pour un cadavre. Donc, dans l'Égypte antique, il y avait ces procédés-là par lesquels on desséchait les corps pour leur donner une longévité sans putréfaction dans la tombe. Merci beaucoup Adonis, merci beaucoup Bruno, merci à vous aussi chers téléspectateurs. Terminus, tout le monde descend de mon vol. Merci de nous avoir suivis. À demain.